هكا 7:30 وفي طقس كيما هيدا ويبداو لي جون حاضرين ما أحلاها. ميرسي لنور اللي خليتك تكون بحذنا. دونك جو باس لو بارول à نور. ميرسي encore une fois نور وعايشك على لي فورماسيون اللي قاعدة تعمل فيهم. Merci Rada. Donc, bonsoir tout le monde. Marhaba bikoum maana. Maintenant, on va lancer notre formation communication et médias avec Madame Shiraz Manei, consultante en communication politique et séminariste à l'école de Gor. Donc, bienvenue parmi nous ce soir et merci d'avoir accepté notre invitation, chère formatrice. Et voilà, bon apprentissage à vous tous. Et voilà, Shiraz, à vous la parole. Merci beaucoup, merci d'avoir accueilli tout d'abord. اليوم en fait باش نشوفوا مع بعضنا la communication en tant que la chose la plus basique et la plus importante في حياتنا, même pour tous les jours. D'accord? La communication n'est pas seulement savoir parler, voilà, savoir prendre la parole en public. La communication هي حاجة beaucoup plus profonde que ça. La communication, c'est savoir vivre. Alors, toute chose est basée sur la communication. Et tant que nous vivons dans une ère médiatique, et donc la communication et les médias, c'est deux choses indissociables pour avoir une idée plus claire sur ce que nous vivons tous les jours. Je commence à partager mon écran avec vous et on lance notre formation. Dites-moi si vous êtes en train de voir. Hein. Pas encore, Shiraz. D'accord. Allez, on commence les problèmes. Alors, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, notre formation sera intitulée Communication et médias ou les bases de la vie contemporaine. Donc, comme on sait tous, avec tout ce qui est en train de se passer dans la vie, quels que soient les grands événements, les guerres, le réchauffement climatique, les problèmes politiques, les conflits partout dans le monde, la pauvreté, etc., ou bien même les choses les plus simples de la vie, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait. Tout est contrôlé par les médias. D'accord? Donc, la communication qui est la base des médias est celle qui contrôle notre monde, si vous voulez, comme ça. Alors, qu'est-ce que la communication? On doit savoir c'est quoi la communication et comment ça marche. Communiquer. La définition simple, c'est transmettre une information. Cette information, c'est un message. Donc, nous avons un schéma qui le démontre. Nous avons l'émetteur. Au biais de signaux, il émet des signaux qui passent par un canal, quel que soit l'air, le téléphone, la télé, la radio, une fenêtre, une porte. Ça, on appelle ça le canal dans la communication. Ce canal fait passer le message émis par l'émetteur et le récepteur le reçoit ces signaux et puis il pourra faire un feedback. Ceci est le processus de la communication. Un émetteur, un récepteur, un message qui passe à travers un canal et la possibilité de faire un feedback. Parce que le feedback, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend de l'envie du récepteur et il dépend aussi du signal ou du message émis par l'émetteur. Ça peut être une question oratoire qui n'a pas besoin de réponse, d'accord? Alors, on part pour un chemin plus détaillé de la communication. On a une source. Généralement, on a quelque chose à dire. Cette chose ne peut pas venir de l'air. C'est soit venu de notre imagination, soit on a entendu parler de ça dans un média, soit on a entendu parler de ça dans notre environnement,
Ça peut être de bouche à oreille, une information, une histoire, etc. Donc, ça, c'est la source. L'émetteur prend cette information, elle vient entrer dans notre tête. Donc, on lui fait un codage. C'est ce qu'on a appris en tant qu'être humain avec le temps, avec notre développement. Ce codage, c'est le langage. On formule dans notre tête comment on va passer le message. Par quelle langue, de quelle manière, à quel temps, etc. Ça, on appelle ça le codage. Puis sort notre fameux message. Le message part vers le récepteur qui le décode. Bien sûr, si on a un codage, on va dire une phrase. Le récepteur, en l'entendant, il le décode. Il décode la phrase et il la comprend. Mais parfois, on a des éléments perturbateurs dans notre processus de communication normal. On appelle ça, en communication, les bruits. Les bruits, ça peut être des bruits, des vrais bruits, ça peut être des parasites, ça peut être un défaut dans le moyen, le canal de communication. Donc, ces bruits viennent perturber le décodage du récepteur. Donc, c'est un parasite pour la communication. Ceci est le schéma détaillé d'une communication de tous les jours. Et là, on va faire un petit cours d'anatomie. En fait, il y a quelques millions d'années de ça, l'être humain n'avait pas le cerveau qu'on a aujourd'hui. D'accord ? L'être humain avait un cerveau où la partie néocortex n'existait pas. L'être humain avait le système limbique et avait le cerveau reptilien. Je vous explique. Le cerveau reptilien, en fait, comme l'indique son nom, reptilien, c'est la partie du cerveau responsable sur tous les réflexes innés, les réflexes, si vous voulez vulgairement, animaux. D'accord? Et le système limbique, il est responsable de la partie émotionnelle. Alors que le néocortex, c'est le résultat ou le fruit de l'évolution humaine. Donc, avant, il n'y avait pas le néocortex. Voyons ensemble ce qu'est le néocortex. Alors, 3 évolutions majeures au cours des siècles ont eu lieu sur le cerveau. On a 3 parties. Le cerveau reptilien, c'est un cerveau des fonctions vitales, de la coordination des mouvements et de la survie. Donc, le système reptilien, en fait, c'est celui qui nous permet de fuir s'il y a un danger, qui nous permet, par exemple, de protéger notre visage s'il y a un coup qui vient par-ci ou par-là. D'accord? C'est celui qui nous permet de marcher. C'est celui qui nous permet de respirer, de nous étendre quand on est fatigué, etc. Ça, c'est le cerveau reptilien. Donc, ce cerveau, c'est celui qu'on a toujours eu. D'accord? La deuxième partie, c'est le cerveau limbique. C'est le cerveau des émotions et de la mémorisation. Ce n'est pas seulement émotionnel, mais c'est celui qui est responsable de la mémorisation des choses. Vous savez, on doit apprendre à faire des choses. Et la partie qui est responsable de la mémorisation de cet apprentissage, c'est le cerveau limbique. Alors, le néocortex, donc comme l'indique son nom, néo, nouveau, cortex, cerveau. C'est le dernier de notre évolution, représentant 80% du poids de notre cerveau. Donc, cette partie de néocortex, elle présente 80% du poids de notre cerveau. D'accord? Il est responsable de nos perceptions sensorielles, donc tout ce qui est nouveau, le goût, l'odorat, le toucher, etc. Des commandes motrices volontaires, des choses qu'on fait volontairement, le fait de tenir quelque chose,
d'utiliser ses mains pour fabriquer quelque chose, pour des choses assez, comment dirais-je, assez sophistiquées. D'accord? Ça sort du primitif. Tout ce qui est sophistiqué, c'est le néocortex qui en est responsable. Donc, il est aussi responsable du raisonnement, de la conscience ou encore du langage, chose qui nous intéresse. Donc, réellement, c'est le néocortex qui est responsable de la communication. Mais ces trois cerveaux sont en communication permanente. Donc, l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Donnons un exemple, par exemple. Exemple par exemple. Voilà, ça c'est super. Le néocortex, s'il n'y avait pas le limbique, il ne va pas pouvoir marcher parce que c'est le limbique qui est responsable de la mémorisation, n'est-ce pas? Et donc, sans mémoire, on ne pourra pas communiquer. Sans mémoire, on ne pourra pas apprendre, on ne pourra pas raisonner. Et donc, le néocortex ne pourra exister sans le limbique ou le reptilien. Les cerveaux sont intimement liés. Alors, voyons de plus près. Le cerveau reptilien ou archaïque aussi, on l'appelle, est celui qui réagit, c'est l'instinct. Il est le centre des comportements primaires, instinct de survie, de conservation, mais aussi il assure le fonctionnement du moteur, de nos besoins fondamentaux, respiration, mouvement, alimentation. C'est un cerveau binaire, il marche par oui ou non. J'agis ou j'agis pas. Je respire ou je tiens ma respiration. Je marche, je m'arrête. Donc, c'est un cerveau binaire. Et face aux situations qui se répètent, il aura toujours la même réponse. C'est pour ça qu'on l'appelle reptilien. Donc, là, on est en train de voir l'aspect animal de ce cerveau. Alors, le limbique ou l'émotionnel, c'est le lieu des mécanismes de motivation, réussite, échec, plaisir, déplaisir, centre des émotions de la mémoire à long terme. Il communique, fait le lien avec les autres deux cerveaux. Et le néocortex, celui qui nous intéresse, c'est le penseur, celui qui observe, analyse, qui agit. Centre de la compréhension, du raisonnement, de la logique. Il partage ses conclusions avec les deux autres cerveaux. Il est responsable donc de l'émission et la réception des signaux dont on a parlé tout à l'heure, le codage et le décodage de ces derniers. D'accord? Donc, la partie responsable de la communication chez l'être humain, c'est le néocortex essentiellement, avec l'aide du limbique et derrière tout ça, le reptilien. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, je passe. Alors, éléments de la communication interpersonnelle. Donc, notre communication de tous les jours. Notre cher Freud nous dit « Celui dont les lèvres se taisent parle avec le bout de ses doigts ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On peut comprendre qu'il n'y a pas une seule façon de communiquer, mais bien sûr qu'il y en a plusieurs. Comme on sait tous, il y a un dicton qui dit elle parle avec les yeux. Voilà, son regard est parlant. Donc là, on est en train de parler de l'aspect paraverbal de la communication. Donc, la communication interpersonnelle se compose de la communication verbale, le langage, qui peut être vulgaire, argotique, familier, courant et soutenu. On sait très bien qu'il y a plusieurs formes de langage, en fait. Ce n'est pas le même langage qu'on parle à la maison et dans la rue, avec ses amis ou avec son boss, avec sa sœur ou avec sa belle-sœur. Non, ce n'est pas le même langage. Ça change en changeant de personne ou de destinataire. D'accord?
Alors, la communication non verbale ou le paralangage, on trouve des attitudes du corps. On appelle ça le body language. Des signes ou gestes. Des signes de visage, mains, torse, bras, jambes. On trouve un mouvement perpétuel dans toutes les parties du corps, d'accord? On trouve aussi quelque chose de très important, l'apparence physique, l'habillement et le maquillage. On a tendance à juger les gens à partir de leur habillement et de leur physique. On est bien d'accord. Si on va trouver un politicien qui porte un maillot torse nu à la télé, on ne va pas être très content. Donc, le paralangage est très important. On va trouver les mimiques. Les mimiques, c'est les expressions de visage qui ont tendance à changer notre compréhension du langage. D'accord? On a les expressions émotionnelles, ces expressions qu'on fait quand on est en colère, quand on est surpris, quand on est joyeux. Et on a aussi l'intensité de la voix. L'intensité de la voix, c'est la voix qui est constante, faible, forte, voilà, compréhensible, pas compréhensible, etc. Donc, signes non verbaux de cette catégorie comportementale. Alors, on va voir ici, mes amis, en fait, ce qu'on va voir maintenant, c'est la chose qui va vous aider à déshabiller, si vous voulez, tout ce que vous allez voir à la télé ou tout ce que vous allez voir en vidéo, quel que soit sur Facebook, Instagram, etc. Et surtout dans toutes les interviews officielles. Donc, on va voir ensemble les détails du body language. Si, par exemple, on a quelqu'un qui est en position de doute, d'indécision ou d'appréhension, il y a en fait des signes qui le montrent. On pourra trouver un dos voûté, un regard oblique, pas de contact visuel, la personne a tendance à fuir du regard, on a tendance à avoir les lèvres crispées, quelqu'un qui serre les lèvres pour ne pas répondre, d'accord? On peut trouver des sourcils français, les sourcils kamshin, si vous voulez, d'accord? On va trouver des doigts ou des objets à la bouche. On a tendance à toucher des choses ou bien à mettre notre doigt dans la bouche, à manger les angles ou bien mettre le stylo ou comme on dit, ça, c'est un signal que la personne, elle est indécise ou elle appréhende quelque chose. Elle est dans une zone d'inconfort total. Les poings serrés aussi. Donc, vous allez trouver les poings serrés. Ou bien quelqu'un qui se tord les doigts aussi. Donc, si vous captez l'un de ces signes-là, eh ben, sachez que la personne devant vous, elle est indécise, elle appréhende quelque chose, elle est en doute, elle n'a pas confiance en elle, et elle a peur de quelque chose. D'accord? Voyons ensemble le désintérêt et l'ennui. Quand quelqu'un est désintéressé de vos propos ou des propos de celui qui lui fait l'interview, vous allez avoir des regards absents. Un regard absent, je ne sais pas pourquoi il y a un S. Donc, quelqu'un qui regarde dans le mur ou dans la nature sans pour autant donner de l'importance à ce que la personne en face lui dit. Ou bien, quelqu'un qui essaye de regarder ailleurs pour vous dire qu'il est désintéressé. On va trouver aussi les soupirs. Quelqu'un, vous parlez et il vous dit... arrêtez. Je suis vraiment désintéressée de tout ce que vous voulez dire. Je suis désolée, je suis un peu malade, c'est pour ça que j'arrive difficilement à respirer. Ça n'a rien à voir avec la communication. C'est un aveu que je suis en train de vous faire. Alors,
touche ou range des objets. Quelqu'un qui ne veut pas vous entendre, il a tendance à ranger des choses devant lui. Des feuilles, un verre, une assiette, il essaye de la ranger comme ça pour vous dire soit arrêtez de parler ou bien parler d'autre chose. D'accord? Et quelqu'un avec qui vous parlez, lui, il arrange ses vêtements. Donc, tout cela est pour vous dire laissez-moi tranquille et arrêtez de parler. Alors, on part au désaccord et à la colère. Quand quelqu'un est en colère, en fait, on va trouver que le corps sera en retrait. La personne se retire et laisse un peu de distance entre vous et lui. D'accord? On le trouvera tendu, mouvement de la tête de droite à gauche pour dire non. On va trouver un visage coloré. Ça veut dire quoi un visage coloré? Le visage tend vers le rouge, peut-être vers le bleu, à force qu'on retient le souffle. Les sourcils froncés aussi. Bras et jambes croisés. C'est la vraie définition de quelqu'un kebsrouho. D'accord? Donc, le désaccord et la colère, c'est quelqu'un kebsalikum roh. Voilà. Si quelqu'un a tendance à se sentir supérieur à vous et il vous domine, donc on va trouver un corps légèrement penché en arrière ou très incliné sur le bureau. J'essaye de trouver dans ma tête quelqu'un qui fait toujours ça, mais j'arrive pas à le trouver. Quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui et c'est quelqu'un qui vous parle de haut. Donc, il se retire vers l'arrière et il met une main sur le bureau, par exemple, ou sur le mur. Maintenant, je suis très, très supérieure à vous, vous n'allez pas arriver à mes chevilles. D'accord? On va aussi trouver un regard perçant. Maintenant, quelqu'un qui vous regarde dans les yeux sans les baisser, au point de vous intimider. D'accord? On va trouver des sourcils levés. D'accord? Et on va avoir aussi quelque chose, les Tunisiens le font. En fait, ce profil, vous allez le trouver beaucoup en Tunisie et ça émane en fait d'une certaine confiance en soi. Ça peut être une vraie confiance ou une confiance totalement furtive. Hein. Mais les petits sourires en coin, donc, les petits sourires moqueurs. D'accord? On va trouver aussi des doigts joints et des doigts croisés. C'est comme si ils vont vous parler avec beaucoup de confiance, avec un air de supériorité. D'accord? Donc, si vous repérez l'un de ces signes-là, vous êtes face à quelqu'un qui se sent supérieur à vous et qui veut vous dominer. D'accord? Là, on va voir la confiance et la franchise. Si quelqu'un est confiant, il y a une différence entre supériorité et confiance. Hein. La supériorité, c'est quelqu'un qui veut vous intimider. Alors que quelqu'un de confiant, juste, il veut être à l'aise avec vous, il veut vous parler si vous voulez. D'accord? Donc, vous allez le trouver assis en avant sur la chaise, un peu incliné en avant, mouvement du corps d'avant en arrière. D'accord? C'est pour vous mettre dans le bain. Regarde son interlocuteur en face. C'est quelqu'un qui regarde en face sans pour autant vouloir l'intimider. Hein. Contact visuel permanent, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne fuit pas du regard. Un sourire très naturel, un sourire qui n'est pas un sourire moqueur, pas du tout. Un sourire très, très amical, si vous voulez. Les yeux légèrement plissés. C'est quelqu'un, comment dirais-je, bachouche, d'accord? Et un mouvement naturel des bras. On a tendance à parler avec nos bras, avec nos mains et nos bras.
avec quelqu'un de confiant et de franc, vous allez trouver les mouvements naturels. Les mouvements, c'est des mouvements naturels. D'accord? Mais passons à la suspicion et la malhonnêteté, ou bien on peut dire les sports nationaux tunisiens. Le corps est détourné de son vis-à-vis. Donc, quelqu'un, il va pas vous regarder en face. Il va avoir un corps, un regard oblique par-dessus des lunettes. Quelqu'un qui regarde par-dessus des lunettes, regard par en dessous, quelqu'un qui vous regarde d'en bas. C'est comme si khaif. D'accord? Celui-là, il cache quelque chose. Sourire narquois. Le sourire narquois, c'est le sourire de quelqu'un qui n'est pas honnête. On peut qualifier ça de sourire mahsis, mtat mahsis. On va avoir les bras croisés et se tire l'oreille. Généralement, quelqu'un qui est en train de mentir, il a tendance à tirer l'oreille. Comme ça, il dit, je peux te faire venir l'autre. D'accord? C'est dire quelque chose et penser autre chose dans notre tête. On a tendance à tirer l'oreille vers le bas. D'accord? Et quelqu'un qui a tendance à vous évaluer, il hoche la tête de haut en bas, cligne légèrement les yeux, regarde bien son interlocuteur et hausse les sourcils, la tête un peu penchée en arrière. C'est comme si d'accord? Ça, c'est l'évaluation. Donc, mes amis, là, vous avez la clé pour analyser tout ce que vous allez voir, même dans la rue. Hein. Si vous croisez ce genre de signes, eh ben, ça peut vous dire beaucoup sur la personnalité de la personne en face, mais encore de bien choisir ses mots et de bien choisir la manière dont vous allez lui parler ou lui aborder. D'accord? Alors, le sens d'une conversation se repose à 7% sur les mots. Regardez très bien, c'est très important. Hein? Donc, dans une conversation, le sens repose 7% sur les mots. 38% sur l'élocution, c'est le rythme et le ton de la voix. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le rythme? Le rythme, c'est parler lentement, ou bien parler très vite, ou bien parler à un rythme constant. Allez, à la khater, si quelqu'un nous parle lentement, par exemple, 38% sur l'élocution, rythme et ton de la voix. On a tendance à nous ennuyer. D'accord? Et le sens ne va pas être clair. À la khater, l'interlocuteur va perdre la concentration sur ce que dit l'autre, qui parle lentement. La vitesse, c'est autre chose. 38% sur l'élocution, rythme et ton. Donc, vous n'allez pas suivre. Le rythme doit être constant et le ton de la voix doit être constant. Sauf si on a un message à passer, on passe à un ton un tout petit peu plus fort. D'accord? Et 55% sur les expressions visuelles. Expression du visage, gestuelle du corps. Donc, si on est en train de faire une conversation, le plus important, c'est concorder les mots avec le rythme et le temps, et le tout couronné par des expressions et gestuelles qui vont dans le même thème. D'accord? Donc, si vous regardez quelqu'un en colère et qui est en train de chanter une berceuse, on a tendance à ne pas le suivre et à ne pas le croire. Donc, le tout doit être en harmonie. D'accord? Et surtout que le visuel, en fait, mes amis, est très important. En tant qu'être humain, on a tendance à regarder plus qu'entendre. Hein. C'est pour ça, par exemple, quand quelqu'un met des lunettes et il est myope, si vous lui ôtez ses lunettes, il ne va pas entendre, car nous, on voit avant d'entendre, d'accord? Et en fait, on colle ce qu'on entend sur ce qu'on voit.
pour avoir un sens. D'accord? Vous avez compris? Ben, bien sûr, la conversation qu'on peut mener avec quelqu'un ne peut pas être toujours parsemée de fleurs et de roses, hein. Il y a des freins à la communication. Les obstacles liés aux personnes. L'émetteur emploie un vocabulaire qui n'est pas adapté au récepteur. Si quelqu'un, par exemple, un très jeune qui avec ses amis, ont inventé un vocabulaire, il vient parler avec ce vocabulaire à son grand-père, il ne va rien comprendre. Donc ça, c'est un obstacle à la communication. C'est employer un vocabulaire qui n'est pas adapté au récepteur. Le récepteur manque d'écoute ou d'attention. Donc, si le récepteur ne vous écoute pas ou ne fait pas attention à ce qu'il dit, eh ben, il ne va rien comprendre. D'accord? Et l'émetteur, il va dépenser de l'énergie pour rien. L'émetteur ou le récepteur éprouve des sentiments qui peuvent nuire à la compréhension du message. Influence du comportement non verbal inconscient. Si on parle à quelqu'un, par exemple, qui a un problème avec nous, d'accord, ses émotions vont ressortir automatiquement et ils vont influencer ses dires. D'accord? Ils vont influencer ce qu'il a à dire. Il va y avoir des moments de tension, des moments d'émotion qui vont perturber le flot des paroles. D'accord? L'émetteur ou le récepteur sont influencés par le contexte relationnel et modifient leur comportement en conséquence. Donc, par exemple, si on est très ami avec quelqu'un, ce qu'il va nous dire ne va pas être très subjectif. D'accord? Donc, il va nous dire quelque chose où sa relation avec nous va sortir et elle va influencer ce qu'il va nous dire. Donc, les relations très proches ou très éloignées peuvent avoir une influence sur la communication. Les obstacles liés au contexte environnemental. Donc, il y a des bruits perturbants, musique, sonnerie, conversation. Mouchkima, on a une conversation dans un lieu calme où on s'entend très bien. Kima, on va parler dans un restaurant ou dans un bar ou discothèque. La conversation ne va pas être la même et la communication ne va pas se passer de la même manière. D'accord? Il y a des intervenants extérieurs qui interfèrent, clients, collègues, etc. On sait très bien que lorsqu'on parle, on commence à parler. Si quelqu'un vous interrompt plus qu'une fois ou beaucoup de personnes vous interrompent, le fil des idées, il va être découpé et vous allez perdre ce fil-là. Donc, la communication ne va pas être efficace. Il y a des supports de communication, ordinateur, TV, message écrit, qui attirent l'attention, mais qui ne font pas partie du message initial. Par exemple, si vous êtes en train de parler de quelque chose de très sérieux avec votre père et il y a votre série préférée à la télé, ça ne va pas vous laisser parler à votre père d'une manière convenable. Donc ça, c'est un obstacle à la communication. Les supports de communication utilisés fonctionnent mal. Si par exemple vous avez une mauvaise connexion Internet ou bien votre téléphone, il y a des parasites dedans ou dans ce sens, la communication ne va pas aussi être efficace. D'accord? Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau.
Pour remédier à tous ces obstacles dont on vient de faire la mention, alors pour favoriser la communication interpersonnelle, l'émetteur doit adapter son langage à celui de son interlocuteur. Ou il essaye, parce que parfois, on se trouve dans un autre pays qui n'est pas le nôtre et qui ne parle pas notre langage, mais on essaye avec des signaux, avec des mouvements d'expliquer. Donc, on adapte un peu le langage à l'interlocuteur. L'émetteur doit aussi s'assurer par un questionnement et une reformulation la bonne compréhension du récepteur. Si nos dires, nos phrases, nos paragraphes semblent incomprises par l'interlocuteur, eh bien, il faut se demander si on a si on a bien choisi notre formule. Si ce n'est pas le cas, on reformule pour s'adapter à la compréhension du récepteur. D'accord? ما فهمش حاجة نعاودوها له على قد فهمه نبسطوها si vous voulez. D'accord? Et l'émetteur doit avoir conscience de l'influence de son comportement non verbal. On doit mettre en tête que les gestes qu'on fait, nos regards, nos mimiques doivent être en harmonie avec ce qu'on dit. Parce que si l'interlocuteur nous regarde faire des choses et dire quelque chose qui ne s'adapte pas du tout avec ce qu'on fait, il a tendance à ne pas comprendre et à ne pas nous croire surtout. D'accord? Le lieu doit être adapté afin que les obstacles liés à l'environnement soient les plus réduits possibles. Donc, on doit choisir le lieu où on fait une certaine conversation. D'accord? Le récepteur, Tawa, il doit faire preuve d'attention et poser des questions si besoin. Il ne doit pas laisser la personne parler, et à la fin, il pose toutes les questions parce que l'émetteur, il peut oublier. D'accord? On peut interrompre dans les mesures de la logique, Zeda, dans les règles de l'art. Le récepteur doit reformuler le message pour s'assurer de sa bonne compréhension auprès de l'émetteur. Donc, à la fin, on peut reformuler ce qu'on a reçu de l'émetteur et lui dire ça, comme ça on s'assure qu'on a eu la bonne information. Donc, la communication est finalement source de tous les soft skills. Si on prend un enfant qui, les parents ne lui ont pas laissé la chance de parler, de communiquer, d'exprimer ce qu'il veut, de participer aux conversations, cet enfant, il ne va pas être un bon communicateur et il ne va pas être quelqu'un de bien dans la société. D'accord? Donc, la communication favorise l'esprit critique. Elle aide à avoir une intelligence émotionnelle parce que l'intelligence émotionnelle, la source de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de communiquer et de parler avec les gens pour pouvoir avoir le plus d'histoires de vécu, pour pouvoir s'adosser dessus et ne pas juger comme ça. D'accord? Le jugement et la prise de décision. Il faut être un bon communicateur pour être un bon leader et comme ça, prendre les bonnes décisions. Le sens du service. Quelqu'un qui ne communique pas avec les autres, qui n'a pas une vie sociale équilibrée, ne va pas avoir le sens du service. D'accord? La créativité. La créativité, bien sûr, elle naît parce qu'on a beaucoup communiqué, beaucoup parlé avec les gens et pour s'en inspirer. L'esprit d'équipe, il ne peut être présent qu'avec une bonne communication. Le management et la négociation, n'en parlons pas. Une négociation, c'est communiquer avec quelqu'un et savoir le convaincre. Donc, les soft skills, ils sont bâtis sur la communication. La communication, c'est le pouvoir. Celui qui a créé, si vous voulez, la communication moderne, c'est Barack Obama. Barack Obama, c'est celui qui a usé de tous les moyens possibles et imaginables pour avoir
pour avoir les présidentielles tout d'abord, et pour pouvoir être le plus proche du peuple possible. D'accord? Jamel Abdel Nasser et Hassan II, c'est des exemples, des références dans la communication. Et, mesdames et messieurs, figurez-vous que Hitler, c'était un très bon communicateur, mais c'était un enfant très malheureux. Et c'est pour ça que ça s'est reflété en quelque sorte sur ce qu'il a fait après dans le monde, d'accord? Mais ça reste un bon communicateur. La communication, c'est le pouvoir. Savoir communiquer, c'est pouvoir avoir tout ce qu'on veut entre les mains. Les références en Tunisie, on va voir un petit extrait d'interview accordée à Habib Bourguiba. Monsieur le Président, comment étiez-vous à ce moment-là, Monsieur le Président? Avec mon auto. J'avais une auto sicilienne dans toute la Tunisie. Dans toute la Tunisie. Dans tous les... Par la voix, et non pas simplement par les journaux. Comment étiez-vous à ce moment-là, Monsieur le Président? Avec mon auto. J'avais une auto sicilienne dans toute la Tunisie. Par toute la Tunisie. Dans tous les coins. Dans les montagnes, dans les plaines, dans le sud, dans le nord. C'était un travail extraordinaire. C'est comme ça que j'ai formé le peuple et que j'ai créé ce vaste sentiment d'affection, de gratitude, n'est-ce pas, que vous voyez partout, au seul nom de Bourguiba. Parce que j'ai circulé dans tout le pays, sans aucune autorisation. La réaction du gouvernement, quand il en avait assez, c'est de m'envoyer, n'est-ce pas, en exil, n'est-ce pas, ou en prison. Bien, je continuais, n'est-ce pas, mon travail. Quand je sors de la prison, de l'exil, au bout d'un an, de 3 ans, c'est pour reprendre, n'est-ce pas, mes tournées de propagande. Vous avez bien entendu, Bourguiba était en train de nous parler de son entraînement à la parole. Ils lui ont demandé comment il est arrivé au pouvoir. Il a dit, tout simplement, en faisant les tours avec ma voiture sur toute la Tunisie, d'accord, pour parler aux gens. D'accord? Bourguiba, c'est une référence dans la communication malgré ces petits gestes perturbateurs et c'est n'est-ce pas et c'est donc Bourguiba a dit en sortant à chaque fois des prisons, il continuait ses tours de propagande. La propagande, c'est l'ensemble ultime de la communication. Mais un peu plus récent, on va voir le BG Qaïd Sepsi. جوهرة FM الدنيا لو ما فيها نحن هذوما اللي يخدموا في الخدمه الكل سيد الرئيس وراو عندنا مسؤولين فهمتي بتاع السبيطار ما همش هما سيد الرئيس بدلهم لنا رانا باش ننفجروا سيد الرئيس مو مرض اول مسائل كيما نصلحش بدلني سيد رئيس انا عندنا مسؤولين اللي يحكم اللي هو اللي يمشي بالعدل سيد رئيس مش قلت بو تونس الكل سيد رئيس انا مش تونسي انا يتيم تو ما عنديش بو فهمتني لا ما نكثرش سيد رئيس لا والله لا سيد رئيس تولي ما تشتورشي لا انا ما تهمني لا ما تقدرش سيد الرئيس والله العظيم لهم لاهين بينا ولا يجونا قسما بالله ورانا عاملين فينا وراو عايشين اضطهاد اكثر من عهد البارح. شوفوا سيد رئيس وخاصه في وزاره الصحه سيد رئيس فما مجموعه تخدم ضد الاعوان لا يزي عاد اسمع قداش عمرك؟ انا عمري 54 سنه. نقول لك حاجه سيد رئيس تعرف الاستعمار يدخل لي توا اكثر من الاستبداد. انا جدي علي بن غذام سيد رئيس. جدي انا شكون؟ كلنا بتاع علي بن غذام نقولوا علي بن غذام معدول ما عاوننا سيد رئيس. كيفاش تمت حياته علي بن غذام؟ ما تصدق كراكب تاع حرق الوقت. هذاك الاستعمار وهذاك الاضطهاد. نجم تعاوننا سيد رئيس؟ انا نعاون الناس الكل لكن يلزم الناس كلها تكون دوما بانها توازن. وقت اللي تقول لي انا مانيش تونسي مرحبا بك كي ناخذ حقي نولي تونسي بالبيت. انا كي نضطهد في بلادي نولي مانيش تونسي. لا تاخذ حقك ولا ما تاخذش حقك تبقى تونسي واذا كانك ماكش تونسي لا كون فيك لازم تكون تونسي. وقتها مرحبا بك والناس الكل مرحبا بهم. بارك الله احنا نخدموا من اجلكم بارك الله ومن اجلكم الناس الكل بارك الله فيك. ولازم
شويه صبر. خذ بين كبيره. سمحت، انت عندك خدمه، عندي تاخذ عليك. اي 600,000 ما عندهمش خدمه، و600 وثم الاف اللي عندهم الفقر، وثم جهات كامله مهمشه، ما هو كل شيء خير من غيره. وان شاء الله تشدوا في الحاله هذه حتى تجي حاله احسن، ولا بد باش تكون احسن، ولازم تكونوا عندكم ثقه في بلادكم. ونهار اللي تفقدوا الثقه في بلادكم ربع السوس. جوهرة FM. Eh ben, on a vu en fait cet exemple à l'école de guerre. On a eu des généraux de l'OTAN, d'accord, qui ne comprennent rien du tout aux Tunisiens. Eh ben, ils ont compris que Béji Qaïd Essebsi, dans cette vidéo, il était en train de pratiquer la figure paternelle. La figure paternelle, c'est le père de tous les Tunisiens. Il était en train, en fait, de mettre l'infirmier à sa place comme si c'était son fils. D'accord? La figure paternelle tunisienne. Donc, rien qu'avec le temps, rien qu'avec les gestes, ils ont compris que Béji Qaïd Essebsi, il était dans une posture de supériorité, mais restant dans le cadre paternel. D'accord? Mais là, on va voir un contre-exemple. Un contre-exemple. On vient juste de voir des références de la com, des références locaux, des références nationaux. Eh bien, on va voir une référence, mais dans un autre domaine. وعارفهم ساكتين يضربوا كلهم بالبيت، كلهم يضربوا. كان عندك ريح ذري 10. تهديد شفت التهديد. ما عاد لا تحذير ولا تهديد. بلع فمك. احسن. ثاني عقو مضروبة. شيت. ايه كاميرا، نحي الكاميرا، نحي. أرجو أن لا تنفلت الأعصاب. تقتلها من جديد بس كتفوا على ما وساهم. هيلا وبهيمة ومنحطة وبلعوثة وكل شيء هي. ولا تستحق الاحترام. برا سيد عبير، برا روح. ما عندك ما تعمل لنا. هذا يضحك شوف محلى ضحكته وعمل حركة غير أخلاقية صبعه مرتين مش مرة. الحكاية فارغة. أنا لهنا حقي ما سلمش فيه ولهنا نطالب بحقك وترجعي لي الطيب. حكايتك فارغة. قال لك حقها جرحته بظفرها وهو أرطب برشا هبط الدم الراس. مش أنا وأنا ههمك ويفرق. تكذب تعرفش كيفاش. خذوها الملك. خلوه لهم البرلمان يقطعوا فيه كيف ما يحب. تو بالحق راهو خلقتونا الزعجاء. مشاكلكم البرا ما عادش تجيبوا قاعة الجلسة علاش ناس تتفرج في التلفزة. رانا عملنا العاب. عمرنا ما وصلنا للشيء هذا. Et là, on a vu le contre-exemple. C'est le genre de choses, de médiocrité qu'on est en train de voir dans nos télés tous les jours. D'accord? On a vu ce qu'était la Tunisie avant en termes de communication et ce qu'est la Tunisie maintenant en termes de communication. C'est pour faire attention. Alors, venons aux médias. L'histoire a commencé il y a très 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 longtemps avec les dirigeants, si vous voulez, qui donnaient des speeches au public. Et il n'y avait pas ni radio, ni télé, ni réseaux sociaux, ni rien du tout. Après, il y a eu l'invention de la radio. Et c'est là où on a commencé à voir l'influence grandiose de la radio, surtout dans les élections présidentielles des États-Unis. Et puis, on a eu la télé. Et toujours la référence, c'est les États-Unis, parce que la télé est arrivée très tard chez nous. Et de nos jours, on est en train de vivre une ère purement médiatique, mais le problème que l'information n'est pas du tout centralisée et ça donne toujours une place aux fake news. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques astuces pour fuir les fake news. Eh bien, c'est tout simple, tout bête.
Si on parle de la Tunisie, si vous trouvez une information, vous voyez l'heure où ça a été publié et vous partez directement voir dans les médias officiels, quelles que soient les radios officielles, Mosaïque FM, Shems FM, Express FM. Vous voyez aussi sur les infos le journal de 20 heures et vous suivez les chroniques politiques ou pas politiques, comme sur le Hiwar Tounsi, par exemple avec Mariam Belqavi. Vous suivez les informations sur ces supports-là, ou bien vous suivez sur Twitter, ou bien vous suivez sur les journaux électroniques. En dehors de ces sources-là, essayez de ne pas vous fier à toutes les informations partagées. Autre chose, maintenant que vous avez toutes les astuces pour connaître je ne trouve pas le mot, pour connaître la vraie version que la personne veut véhiculer malgré qu'il peut mentir. Ça veut dire si quelqu'un est en train de dire quelque chose et ses gestes, ses regards, son corps est en train de dire une autre chose, et donc soyez sûr que la personne est en train de mentir et donc ne vous fiez pas aux informations qu'elle donne. D'accord? Essayez d'être un tout petit peu plus vigilant à la gestuelle, au regard, aux mimiques, aux expressions de visage, etc. Donc, une bonne communication, les amis, va vous permettre d'être épanoui professionnellement parce qu'un bon communicateur a toujours de bonnes relations au boulot, mais aussi tous les autres domaines. Ça vous permet d'avoir de bonnes relations amicales, par exemple. Ça vous permet d'être épanoui amicalement. Et surtout, ça vous permettra de fonder une famille équilibrée. Et bien sûr, une famille équilibrée va faire naître une société équilibrée. Donc, la société suivra toujours la famille. Et merci beaucoup pour votre attention. Je pourrais accepter les questions si vous voulez à partir de maintenant. Vous avez des questions? En fait, عندي une question اللي هي كي يبدا عبد ما يحبش يسمعك كيفاش انت كيفاش لا مانيير اللي تخليه يسمعك في الاخر ما نعرفش كان فما كلمات ولا دي زوتي ولا حاجه تخلي العبد هذاك يولي يسمعك هذه لا كيستيون يعني. Alors, باش تخلي عبد يسمعك ديما تبدالو une situation qui peut attirer son attention. Donc, on commence avec un sujet ونلقاو un pan pour arriver au sujet اللي حاجتنا بيه. Donc, c'est une technique très utilisée en communication qui s'appelle block and bridge. Ça veut dire tu crées un pont يهزك directement من موضوع ما عنده حتى علاقة للموضوع اللي أنت تحب تحكيه. Donc, tu captures l'attention متاع العبد هذاك et vous le dirigez directement vers ce que vous voulez raconter. D'accord? D'accord. نعمل فيها en fait في الخدمة نكون زعما غلطة نبدلو بحكاية تضحك باش نعدي لا دوموند نتاعي هكاكا. C'est très bien, c'est une excellente technique de communication. Vous captez l'attention et vous passez directement au sujet qui vous intéresse. Et comme ça, la personne ne va pas faire marche arrière, ça ne peut pas. Donc, directement, يسمع كنتي شو تحبوا. D'accord, merci. De rien, مرحبا. D'autres questions?
Allô, allô? Merci Shiraz, tout est clair. Très bien, bravo. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. J'espère que j'étais utile en quelque sorte. Et j'espère qu'à partir de là, votre conscience de tout ce qui est gestuel et technique de communication soit appliquée sur tout ce que vous voyez dans votre vie ou dans les médias. Comme ça, vous déshabillez les menteurs. Et c'est très important pour votre bien-être. Nour, je vous cède la parole. Merci à vous, Shiraz, pour tous vos efforts. En fait, je sais que vous êtes trop fatigué, Inch'Allah la veille. Grâce à vous, on devient conscient que la communication étant la base numéro du quotidien et de la vie en général, elle s'apprend, elle s'acquiert avec des études et des techniques qui peuvent aider à devenir un bon communicateur. Donc voilà, merci à vous encore une fois et bravo et bonne continuation. Et merci voilà, bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.